Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux inventions géniales et aux histoires d'ingéniosité française. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire aventure de Marcel Dubois, agriculteur normand qui, en 1978, fit l'objet des moqueries de tout son village quand il entreprit de creuser mystérieusement sous sa grange. Ses voisins le prenaient pour fou. Ses amis doutaient de sa raison, même sa propre famille s'inquiétait de ses travaux souterrains interminables. Mais quand l'hiver le plus rigoureux du siècle frappa la Normandie, Marcel fut le seul à garder sa maison chaude sans dépenser un centime de chauffage. Cette histoire vraie d'innovation et de persévérance nous révèle comment un homme simple, armé de bon sens paysan et d'observation minutieuse de la nature, réussit à créer un système de chauffage révolutionnaire qui préfigure nos technologies géothermiques modernes. Marcel nous enseigne que les meilleures idées naissent souvent de l'observation patiente, et que l'innovation véritable se moque des convenances. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour découvrir d'autres récits d'ingéniosité française, mettez un pouce bleu si cette histoire d'inventeur rural vous passionne et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vos encouragements nous motivent à continuer de partager ces histoires d'innovation qui honorent l'esprit français. Préparez-vous à découvrir comment un fou du village est devenu le précurseur du chauffage écologique. Paragraphe 1. L'automne 1978 marqua le début de l'une des aventures les plus extraordinaires de l'ingéniosité paysanne française, quand Marcel Dubois, agriculteur de 52 ans installé à Saint-Aubin-sur-Mer en Normandie, annonça à sa famille ébahie qu'il allait creuser un tunnel secret sous sa grange pour capturer la chaleur de la terre. Cette déclaration, prononcée un soir d'octobre devant l'âtre de sa cuisine normande, déclencha un tollé d'incompréhension et d'inquiétude chez sa femme, Marie et ses 3 enfants, qui commençaient à douter sérieusement de la santé mentale du patriarche. « Marcel, » lui dit sa femme avec cette patience résignée des épouses de visionnaires, « tu deviens fou avec tes idées de chaleur souterraine. La terre, ça donne des légumes, pas du chauffage. » Marcel n'était pourtant pas un illuminé, mais un homme de terre pragmatique, fils et petit-fils d'agriculteurs normands qui avaient hérité de ses ancêtres cette faculté d'observation minutieuse de la nature qui caractérise les vrais paysans. Depuis des années, il avait remarqué que sa cave, creusée dans le calcaire normand à 3 mètres de profondeur, maintenait une température constante d'environ 12 degrés toute l'année, été comme hiver. Cette constance thermique l'intriguait depuis longtemps, d'autant plus que sa cave servait naturellement de refuge lors des étés caniculaires et conservait une fraîcheur agréable quand la surface brûlait sous le soleil. L'idée germa véritablement lors du terrible hiver 1976-1977, l'un des plus rigoureux du siècle, quand les factures de fioul domestique explosèrent et que de nombreuses familles rurales se trouvèrent dans l'impossibilité de chauffer correctement leur maison. Marcel, observant que sa cave restait à température agréable, tandis que sa maison se transformait en glacière malgré un chauffage poussé au maximum, commença à réfléchir sérieusement aux moyens d'exploiter cette chaleur souterraine gratuite et permanente. « Il y a quelque chose là-dessous », se disait-il en arpentant sa propriété, « quelque chose que nous n'utilisons pas et qui pourrait nous sauver des factures de chauffage. » Ses premières recherches, menées avec l'aide du bibliothécaire de Bayeux, qui lui prêta des ouvrages de géologie et de physique, lui révélèrent l'existence de ce que les scientifiques appellent l'inertie thermique du sol. Il découvrit que la Terre, à partir d'une certaine profondeur, conserve la température moyenne annuelle de la région et constitue un formidable réservoir de chaleur naturelle. Cette découverte théorique confirma ses observations empiriques et lui donna la conviction scientifique nécessaire pour entreprendre son projet révolutionnaire. Cependant, transformer cette connaissance théorique en système pratique de chauffage nécessitait des compétences techniques que Marcel ne possédait pas. Autodidacte déterminé, il entreprit d'étudier les principes de la thermodynamique, de la circulation d'air et des échanges thermiques dans des manuels techniques qu'il commandait par correspondance. Sa cuisine se transforma progressivement en bureau d'études improvisé, tapissé de schémas, de calculs et de plans tracés au crayon sur du papier millimétré avec la précision méticuleuse du paysan normand.
l'annonce de son projet au café du village, lieu traditionnel des discussions locales, déclencha une hilarité générale qui se propagea rapidement dans toute la commune. « Marcel veut chauffer sa maison avec la terre !» s'esclaffait le forgeron Eugène Leclerc. « Il ferait mieux de s'occuper de ses vaches plutôt que d'inventer des machines impossibles. » Ces moqueries, loin de décourager Marcel, renforcèrent sa détermination à prouver que l'innovation pouvait naître dans les campagnes aussi bien que dans les laboratoires urbains. Le maire du village, Paul Mercier, tenta même de dissuader Marcel lors d'une visite officieuse. « Marcel, tu es un bon agriculteur, mais ces histoires de chauffage souterrain, c'est de la science-fiction. Tu vas gaspiller ton temps et ton argent dans un projet impossible. » Cette opposition bienveillante mais ferme des autorités locales révélait le fossé qui séparait l'innovation technique des mentalités rurales traditionnelles, plus habituées aux évolutions lentes qu'aux révolutions technologiques. Marie Dubois, épouse loyale mais inquiète, oscillait entre soutien conjugal et préoccupation financière. « Si tu veux creuser, creuse, » lui dit-elle finalement, « mais ne dépense pas nos économies dans tes expériences. Nous avons 3 enfants à élever et une ferme à faire fonctionner. » Cette autorisation conditionnelle contraignit Marcel à concevoir un projet économiquement raisonnable, réalisé avec les moyens du bord et financé par ses seules économies personnelles. Ses enfants, Pierre, Paul et Sylvie, respectivement âgés de 22, 18 et 16 ans, réagirent différemment au projet paternel. Pierre, l'aîné, ingénieur agricole fraîchement diplômé, apporta un soutien technique précieux en vérifiant les calculs de son père et en l'aidant à concevoir les schémas techniques. Paul, apprenti mécanicien, promit son aide pour la partie construction. Sylvie, lycéenne, se contentait d'observer avec amusement cette nouvelle lubie familiale tout en défendant farouchement son père face aux moqueries de ses camarades de classe. Le curé du village, l'abbé Roussel, homme cultivé et ouvert aux innovations, fut l'un des rares à encourager Marcel. « Mon fils, si Dieu nous a donné la terre et l'intelligence, c'est pour que nous utilisions l'une par l'autre. Votre projet me semble moins fou que ne le croient vos détracteurs. » Cette bénédiction religieuse, dans une communauté profondément catholique, apporta à Marcel un soutien moral précieux qui l'aida à surmonter les sarcasmes ambiants. C'est ainsi que commença, par une froide matinée d'octobre 1978, l'une des aventures les plus extraordinaires de l'ingéniosité paysanne française, quand Marcel Dubois prit sa pioche et sa pelle pour creuser le premier mètre de ce qui allait devenir le système de chauffage géothermique artisanal le plus ingénieux de sa génération. Paragraphe 2. Les premiers coups de pioche de Marcel Dubois, donnés à l'aube du 15 octobre 1978 dans un coin reculé de sa grange normande, marquèrent le début d'une entreprise titanesque qui allait occuper ses soirées et ses week-ends pendant plus de 8 mois. Son plan, minutieusement élaboré pendant des semaines de calculs et de réflexion, consistait à creuser un réseau de galeries souterraines de 3 mètres de profondeur qui s'étendrait sur près de 100 mètres linéaires sous sa propriété, créant un véritable labyrinthe thermique destiné à capturer et distribuer la chaleur constante du sous-sol normand. La conception technique de ce système révélait l'ingéniosité remarquable d'un autodidacte qui avait réussi à comprendre intuitivement des principes que les ingénieurs commençaient seulement à théoriser. Marcel avait conçu un circuit fermé où l'air froid de sa maison serait aspiré par un ventilateur, conduit par des tuyaux dans le réseau souterrain, réchauffé au contact de la terre à température constante, puis renvoyé dans les pièces à vivre par un système de distribution qu'il comptait construire lui-même avec des matériaux de récupération. Le choix de l'emplacement n'était pas laissé au hasard. Marcel avait soigneusement étudié la géologie de sa propriété, identifiant les zones où le sous-sol calcaire offrait la meilleure stabilité et la plus grande inertie thermique. Il avait également calculé les distances optimales entre sa maison et le réseau souterrain pour minimiser les pertes de charge tout en maximisant l'échange thermique. Cette approche scientifique, appliquée avec les moyens rudimentaires d'un paysan des années 1970, témoignait d'une intelligence pratique remarquable. Les premiers mois de travaux souterrains transformèrent Marcel en véritable taupe normande. Chaque soir, après avoir nourri ses bêtes et terminé les travaux de la ferme, il descendait dans ses galeries avec sa lampe de mineur et ses outils
creusant méthodiquement dans le calcaire dur avec une persévérance qui forçait l'admiration même de ses détracteurs. Il faut reconnaître qu'il ne manque pas de courage, admettait le forgeron Leclerc, en voyant Marcel émerger chaque soir couvert de terre et de poussière calcaire. Marie Dubois assistait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude à cette transformation de son mari en mineur clandestin. Marcel rentre chaque soir plus fatigué qu'après une journée de moisson, confiait-elle à sa sœur. Mais je n'ai jamais vu ses yeux briller comme maintenant. Il a trouvé sa passion, et rien ne l'arrêtera. Cette observation révélait comment l'innovation technique peut devenir une véritable vocation qui transcende la simple nécessité pratique. L'extraction de la terre posait des problèmes logistiques considérables que Marcel résolut avec son ingéniosité habituelle. Il conçut un système de wagonnets artisanaux circulant sur des rails de fortune pour évacuer les déblais, puis utilisa cette terre calcaire pour améliorer ses parcelles agricoles les plus acides. Cette récupération intelligente transformait un déchet de construction en amendement agricole, illustrant parfaitement l'économie circulaire avant que ce concept ne devienne à la mode. Les dimensions du projet dépassaient largement ce que les observateurs extérieurs imaginaient. Marcel avait calculé qu'il lui fallait au minimum 80 mètres de galerie pour obtenir un échange thermique suffisant, ce qui représentait l'excavation de près de 200 mètres cubes de terre et de roches. Ce volume considérable, creusé à la main avec des outils traditionnels, témoignait d'une détermination qui frisait l'obsession et révélait la force de caractère exceptionnelle de cet innovateur rural. La sécurité de ses travaux souterrains préoccupait légitimement sa famille et ses voisins. Marcel avait prévu des étais en bois pour soutenir ses galeries, installer un système de ventilation rudimentaire pour éviter l'accumulation de gaz dangereux et toujours travailler en présence d'un de ses fils pour ne jamais être seul sous terre. Ces précautions, inspirées de ses lectures sur les techniques minières, révélèrent sa conscience des risques tout en témoignant de sa détermination à mener son projet à terme. Pierre Dubois, l'aîné des fils, apportait un soutien technique précieux, en vérifiant la solidité des structures et en aidant son père à résoudre les problèmes techniques les plus complexes. « Papa a peut-être une idée géniale », confiait-il à ses amis étudiants. « Mais il faut qu'elle soit techniquement viable. Je l'aide à ne pas commettre d'erreurs irréparables. » Ross, cette collaboration entre expérience paysanne et formation technique moderne créait une synergie particulièrement efficace. Au fur et à mesure que les galeries s'étendaient sous la propriété Dubois, les rumeurs les plus folles circulaient dans le village. Certains prétendaient que Marcel cherchait un trésor caché, d'autres qu'il construisait un abri atomique par paranoïa de la guerre froide. Quelques-uns imaginaient même qu'il creusait un tunnel secret vers la côte pour la contrebande. Ces spéculations fantaisistes révélaient l'incompréhension totale des villageois face à un projet qui dépassait leur imagination technique. Le curé Roussel, l'un des rares soutiens de Marcel, lui rendait régulièrement visite pour constater l'avancement des travaux. « Votre détermination force le respect », lui disait-il. « Que votre projet réussisse ou échoue, vous aurez au moins eu le courage d'essayer de réaliser votre vision. » Cette bénédiction morale soutenait Marcel dans les moments de découragement qui ne manquaient pas de survenir face à l'ampleur de la tâche entreprise. L'hiver 1978-1979 vit Marcel poursuivre ses excavations malgré le gel qui durcissait le sol et rendait le travail encore plus pénible. Emmitouflé dans ses vêtements de travail, éclairé par sa lampe tempête, il continuait méthodiquement à creuser son rêve souterrain, tandis que ses voisins se plaignaient du froid et des factures de chauffage qui grimpaient. Cette persévérance hivernale témoignait d'une foi absolue dans son projet et d'une détermination qui impressionnait même ses détracteurs les plus acharnés. Daeja, paragraphe 3. Le printemps 1979 marqua une étape cruciale dans le projet de Marcel avec l'achèvement du réseau de galeries et le début de l'installation du système de circulation d'air qui allait transformer ces tunnels souterrains en véritable échangeur thermique naturel. Cette phase technique, la plus délicate de toute l'entreprise, nécessitait des compétences en plomberie, électricité et mécanique que Marcel avait patiemment acquises par l'étude et l'expérimentation, transformant sa grange en véritable atelier de prototypes où s'entassaient tuyaux, ventilateurs récupérés
et instruments de mesure artisanaux. Le système de circulation conçu par Marcel relevait d'une ingéniosité remarquable qui combinait principes physiques élémentaires et astuces pratiques héritées de générations de bricoleurs paysans. Il avait installé un ventilateur électrique récupéré d'un ancien système de ventilation des tables qui aspirait l'air froid de sa maison par un conduit discret, l'envoyait dans le réseau souterrain par des tuyaux de PVC agricole de récupération, puis le réchauffait au contact de la terre, avant de le renvoyer dans les pièces à vivre par des bouches d'aération qu'il avait fabriquées lui-même avec des plaques de tôle découpées et soudées dans la forge du village. La régulation de ce système nécessitait un contrôle précis des débits d'air et des températures que Marcel assurait grâce à un ensemble de thermomètres, vannes artisanales et registres mobiles qui lui permettaient d'optimiser en permanence le fonctionnement de son chauffage souterrain. Cette approche empirique, basée sur l'observation quotidienne et l'ajustement constant, révélait une compréhension intuitive des phénomènes thermodynamiques que n'auraient pas renié les ingénieurs les plus chevronnés. L'installation électrique, réalisée avec l'aide de son fils Paul, qui avait acquis quelques notions d'électricité pendant son apprentissage de mécanicien, respectait scrupuleusement les normes de sécurité de l'époque tout en restant d'une simplicité spartiate. Un simple interrupteur commandait le ventilateur principal, un thermostat de récupération contrôlait la mise en marche automatique selon la température extérieure et un système de fusibles protégeait l'ensemble contre les surcharges électriques. Cette installation minimaliste mais fonctionnelle témoignait de l'approche pragmatique de Marcel qui privilégiait l'efficacité sur la sophistication. Les premiers tests du système, effectués en mai 1979, révélèrent des performances encourageantes qui validaient les calculs théoriques de Marcel. L'air qui entrait dans les galeries à 18 degrés ressortait à 22 degrés après son parcours souterrain, soit un gain thermique de 4 degrés obtenu gratuitement grâce à la chaleur naturelle du sous-sol. Cette différence, apparemment modeste, représentait en réalité une économie d'énergie considérable qui pouvait réduire de 30% la consommation de chauffage traditionnelle, selon les calculs optimistes de l'inventeur. Cependant, les premiers essais révélèrent aussi des problèmes techniques imprévisibles que Marcel dut résoudre par tâtonnements successifs. La condensation dans les tuyaux créait des gouttes d'eau qui perturbaient la circulation d'air. L'humidité excessive dans certaines galeries favorisait le développement de moisissures, et la régulation du débit nécessitait des ajustements constants qui rendaient le système encore trop dépendant de la surveillance manuelle de son créateur. Marie Dubois observait avec un mélange de fierté et d'appréhension ces premiers balbutiements du système de son mari. Marcel passe ses soirées à tripoter ses tuyaux et ses thermomètres comme un horloger avec ses montres, racontait-elle à ses voisines. Je ne comprends rien à ces explications techniques, mais je vois bien qu'il y croit dur comme fer et que ça commence à marcher un peu. Cette observation féminine, pragmatique et affectueuse, révélait l'impact familial de cette invention qui transformait la maison du bois en laboratoire permanent. L'été 1979 permit à Marcel de peaufiner son système en utilisant la fonction rafraîchissement que lui offrait fortuitement son installation souterraine. Quand la canicule accablait la Normandie, l'air frais de ses galeries refroidissait naturellement sa maison, créant un confort climatique que ses voisins lui enviaient secrètement tout en continuant officiellement à railler ses lubies souterraines. Cette démonstration estivale de l'efficacité de son système renforça la confiance de Marcel en vue du grand test hivernal qui l'attendait. Pierre Dubois, de retour de ses études d'ingénierie agricole, apporta un regard technique plus affiné sur le projet paternel. Papa a réinventé intuitivement les principes de la géothermie, expliquait-il à ses professeurs ébahis. Son système est rudimentaire mais techniquement cohérent. Il a découvert par lui-même ce que les laboratoires commencent seulement à développer. Cette validation académique légitimait scientifiquement l'innovation paysanne et prouvait que l'intuition pratique pouvait devancer la recherche théorique. Le village commençait à modifier imperceptiblement son jugement sur l'entreprise de Marcel. Les moqueries ouvertes cédèrent place à une curiosité prudente, alimentée par les rumeurs sur l'efficacité du système et par l'observation des économies d'électricité réalisées par la famille Dubois pendant l'été. Peut-être que Marcel n'est pas si fou que ça, admettait le maire Mercier.
Ses factures d'électricité ont diminué de moitié cet été. C'est son électricien qui me l'a dit. Cette reconnaissance balbutiante marquait le début d'un retournement d'opinion qui s'accélérerait avec les résultats hivernaux. L'automne 1979 vit Marcel procéder au dernier réglage de son système en vue de l'épreuve de vérité que constituerait l'hiver suivant. Il améliora l'isolation de ses conduits, optimisa la circulation d'air, installa des systèmes de dérivation pour contrôler le chauffage pièce par pièce et constitua un stock de pièces de rechange pour parer aux pannes éventuelles. Cette préparation minutieuse révélait sa conscience que l'hiver 1979-1980 serait décisif pour la crédibilité de son invention et pour sa réputation dans le village. L'approche de l'hiver créait une atmosphère d'expectative dans toute la commune. Les supporters discrets de Marcel espéraient secrètement sa réussite. Ses détracteurs attendaient avec une certaine jubilation l'échec qui prouverait leurs prédictions pessimistes, et les observateurs neutres se préparaient à assister au dénouement de cette aventure technique qui passionnait les conversations depuis plus d'1 an. Cette tension collective transformait l'hiver à venir en véritable test public de l'innovation rurale française. Dugao, paragraphe 4. L'hiver 1979-1980 s'annonça comme l'un des plus rudes du siècle en Normandie, avec des températures qui plongèrent dès novembre sous les zéros et ne remontèrent pratiquement plus jusqu'en mars, créant des conditions météorologiques exceptionnelles qui transformèrent le test du système du bois en véritable épreuve de feu pour cette innovation géothermique artisanale. Paradoxalement, cette rigueur climatique extraordinaire allait révéler tout le génie de Marcel et prouver de manière éclatante la supériorité de son chauffage souterrain sur tous les systèmes conventionnels du village. Dès les premiers froids de novembre, Marcel mit en service son système avec une émotion qu'il dissimulait mal sous son flegme paysan habituel. Le ventilateur principal se mit en marche. L'air froid de la maison commença à circuler dans les galeries souterraines, et les premiers résultats dépassèrent toutes ses espérances. Alors que la température extérieure chutait à 5 degrés, son système maintenait un air de soufflage à 15 degrés, soit un gain thermique de 20 degrés obtenu gratuitement grâce à la chaleur constante du sous-sol normand. Cette performance exceptionnelle se traduit immédiatement par un confort domestique remarquable dans la maison du bois. Tandis que leurs voisins grelottaient malgré des chauffages poussés au maximum et voyaient leurs factures énergétiques exploser, la famille Dubois vivait dans une température agréable et constante de 20 degrés dans toutes les pièces, sans utiliser une seule goutte de fioul ni un kilowatt d'électricité supplémentaire. Cette différence spectaculaire ne passait pas inaperçue dans un village où chacun connaît les habitudes de ses voisins. Marie Dubois découvrait avec émerveillement les avantages de ce chauffage révolutionnaire qui transformait leur quotidien hivernal. « C'est incroyable », racontait-elle à sa sœur, « nous avons chaud partout dans la maison, même dans les chambres du premier étage qui étaient toujours glaciales l'hiver précédent. Et le plus beau, c'est que nous n'avons pratiquement plus de facture de chauffage. » Cette satisfaction domestique légitime constituait la plus belle récompense pour Marcel, qui voyait enfin sa famille bénéficier concrètement de ces mois de travail souterrain. Les enfants Dubois devinrent malgré eux les ambassadeurs du système paternel dans leurs cercles respectifs. Pierre, de retour pour les vacances universitaires, invitait ses camarades ingénieurs à constater de visu cette innovation paysanne qui défiait leurs cours théoriques. Paul expliquait fièrement à ses collègues d'apprentissage les principes techniques de ce chauffage gratuit qui révolutionnait sa vie familiale. Sylvie ne se faisait plus moquer par ses camarades de lycée, mais recevait au contraire leurs questions curieuses sur ce père inventeur qui avait réussi l'impossible. Le mois de décembre 1979, particulièrement rigoureux avec des températures descendant jusqu'à 15 degrés pendant plusieurs semaines consécutives, constitua le véritable test de résistance du système du bois. Tandis que les installations de chauffage conventionnelles du village montrèrent leurs limites et que plusieurs familles se trouvaient contraintes de chauffer seulement une pièce de leur maison, Marcel maintenait sans effort un confort thermique parfait dans toutes ses pièces grâce à son ingénieux réseau souterrain. Cette différence de confort devint rapidement visible de l'extérieur et alimenta toutes les conversations villageoises. Alors que les cheminées du village fumaient en permanence,
et que les compteurs électriques s'affolaient, la maison du bois ne montrait aucun signe de surconsommation énergétique, tout en gardant ses fenêtres dégivrées et ses habitants légèrement vêtus. Cette anomalie apparente intriguait et fascinait progressivement une population rurale habituée aux hivers difficiles et aux factures énergétiques douloureuses. Le curé Roussel, qui rendait ses visites pastorales habituelles, fut l'un des premiers témoins officiels de cette révolution thermique. « Je n'ai jamais eu aussi chaud lors d'une visite paroissiale en plein hiver », témoignait-il. La maison du bois est un havre de chaleur qui contraste saisissant avec les autres foyers du village. Marcel a réellement créé quelque chose d'extraordinaire. Cette caution religieuse, dans une société encore très influencée par l'Église, apportait une légitimité morale supplémentaire à l'innovation technique. Janvier 1980 battit tous les records de froid avec une vague de gel sibérien qui paralysa toute la région et mit à genoux les systèmes de chauffage traditionnels. Plusieurs familles du village durent être relogées temporairement chez des parents, car leur maison devenait inhabitable, malgré un chauffage à fond qui ne parvenait plus à maintenir des températures acceptables. Dans ce contexte dramatique, la performance du système du bois prenait des allures de miracle technique. C'est pendant cette période critique que Marcel accepta enfin d'ouvrir sa maison aux curieux du village, qui sollicitaient depuis des semaines l'autorisation de constater par eux-mêmes cette prouesse de chauffage gratuit. Ces visites, organisées le dimanche après-midi, transformèrent la demeure du bois en attraction locale, où se pressaient voisins, artisans, commerçants, et même quelques notables venus de Bayeux pour comprendre le secret de cette chaleur souterraine qui défrayait la chronique régionale. L'effet de ces démonstrations publiques fut immédiat et spectaculaire. Les visiteurs, frigorifiés par le froid extérieur, découvraient avec stupéfaction une maison parfaitement chauffée où régnait une température tropicale comparée aux conditions météorologiques. L'explication technique de Marcel, simple et convaincante, révélait progressivement aux sceptiques les principes scientifiques élémentaires de son système et la logique imparable de son innovation géothermique artisanale. Le forgeron Leclerc, l'un des plus acharnés détracteurs des débuts, fut contraint d'admettre publiquement son erreur d'appréciation. « Je dois reconnaître que Marcel avait raison et que nous avions tous tort. Son système marche vraiment et il nous montre la voie de l'avenir. J'ai eu tort de me moquer de lui. » Cette rétractation publique d'un notable local marquait symboliquement le retournement complet d'opinion qui s'opérait dans le village face à l'évidence de la réussite technique. Février 1980 confirma définitivement la supériorité du chauffage du bois avec des économies d'énergie qui atteignaient 85% par rapport à un chauffage conventionnel, selon les calculs précis établis par Pierre Dubois, qui documentait minutieusement les performances du système paternel. Cette économie considérable, dans un contexte de crise énergétique et d'augmentation des prix du pétrole, donnait une dimension économique majeure à cette innovation technique qui transformait un coût en économie et un problème en solution. Paragraphe 5. Le succès retentissant du système de chauffage de Marcel Dubois pendant l'hiver exceptionnel de 1979-1980 déclencha une véritable révolution dans la perception de l'innovation technique au niveau local, régional puis national. Dès le mois de mars 1980, quand les derniers froids cédèrent place à un printemps précoce, la Maison du Bois était devenue un lieu de pèlerinage pour tous les amateurs d'énergie alternative, les ingénieurs curieux et les journalistes spécialisés qui venaient documenter cette prouesse de géothermie artisanale réalisée avec des moyens dérisoires par un simple agriculteur normand. La première consécration officielle vint du journal régional Ouest France, qui consacra un article de 2 pages à cette révolution énergétique née dans une grange normande. Le journaliste Pierre Lemarchand, dépêché spécialement pour enquêter sur cette histoire invraisemblable, repartit convaincu, après avoir passé une journée entière à documenter le système et à interviewer Marcel sur ses méthodes de conception et de réalisation. Ce paysan génial, écrivait-il, a réinventé dans sa cuisine les principes que nos ingénieurs découvrent dans leur laboratoire. L'article d'Ouest France provoqua un déferlement de visiteurs qui transforma le paisible village de Saint-Aubin-sur-Mer en attraction touristique technique.
Des délégations d'ingénieurs thermiciens venant étudier ce système artisanal qui défiait leurs connaissances théoriques. Des architectes s'intéressaient à cette approche bioclimatique avant-gardiste, des bricoleurs passionnés prenaient des notes pour reproduire cette innovation chez eux, et même des délégations étrangères sollicitaient des visites pour comprendre ce miracle français de l'énergie gratuite. Le maire Paul Mercier, qui avait initialement tenté de dissuader Marcel de son projet, se transformait progressivement en promoteur officiel de cette fierté communale. Marcel Dubois honore notre village et notre région, déclarait-il fièrement aux journalistes. Il prouve que l'innovation française ne naît pas seulement dans les grands centres urbains, mais aussi dans nos campagnes, grâce à l'ingéniosité de nos paysans. Cette récupération politique, bien que légèrement opportuniste, témoignait de l'impact public extraordinaire de cette réussite technique. L'université de Caen, alertée par l'ampleur du phénomène, dépêcha une équipe de thermiciens et de géologues dirigée par le professeur Jean Bataille pour étudier scientifiquement ce système empirique et valider ses performances par des mesures rigoureuses. Cette étude universitaire, menée pendant plusieurs mois avec des instruments de précision, confirma et même dépassa les estimations optimistes de Marcel. Son système atteignait effectivement un rendement énergétique de 400%, c'est-à-dire qu'il produisait 4 fois plus de chaleur qu'il ne consommait d'électricité pour faire fonctionner ses ventilateurs. Ces résultats scientifiques exceptionnels propulsèrent d'un Marcel Dubois sur la scène nationale de l'innovation énergétique. Le ministère de l'Industrie l'invita à Paris pour présenter son système devant une commission d'experts. L'Agence pour les économies d'énergie, ancêtre de l'ADEME, sollicita ses conseils pour développer la géothermie individuelle, et plusieurs grandes entreprises du bâtiment proposèrent de racheter ses brevets pour industrialiser sa découverte. Cette reconnaissance officielle consacrait définitivement le génie de cet inventeur rural autodidacte. Cependant, Marcel Dubois conservait sa modestie paysanne et sa méfiance instinctive envers les sirènes commerciales qui cherchaient à exploiter son innovation. « Mon système n'est pas à vendre », déclarait-il fermement aux émissaires industriels. « Je l'ai créé pour ma famille et je veux qu'il serve à toutes les familles qui ont du mal à se chauffer. Si quelqu'un veut le copier pour faire des économies d'énergie, qu'il le fasse librement. » Cette philosophie du partage gratuit du savoir illustrait parfaitement l'éthique paysanne traditionnelle et contrastait avec la logique mercantile de l'industrie moderne. Pierre Dubois, fort de sa formation d'ingénieur et de l'expérience acquise avec le système paternel, décida de créer une petite entreprise spécialisée dans l'installation de chauffage géothermique artisanaux inspiré du modèle familial. Cette initiative entrepreneuriale, bénie par Marcel qui y voyait une façon de diffuser son innovation à plus grande échelle, connut rapidement un succès remarquable dans toute la région normande où les économies d'énergie réalisées par la famille Dubois faisaient des émules. L'hiver 1980-1981, deuxième saison de fonctionnement du système, confirma sa fiabilité et sa régularité avec des performances identiques à la première année. Cette constance technique rassura définitivement les derniers sceptiques et prouva que le système Dubois n'était pas un coup de chance météorologique, mais une véritable innovation durable. Les économies cumulées sur 2 ans représentaient déjà plusieurs milliers de francs, soit plus que le coût total de construction du système, transformant cet investissement en placement rentable. Marie Dubois découvrait avec amusement sa transformation involontaire en célébrité locale, sollicitée par les journalistes pour témoigner de son expérience de première utilisatrice de cette révolution énergétique domestique. « Je ne comprends toujours rien aux explications techniques de Marcel », avouait-elle en riant. « Mais je sais qu'il fait bon chez nous et que nos factures ont fondu plus vite que la neige au printemps. C'est tout ce qui compte pour une ménagère. » Cette satisfaction pratique et spontanée validait l'utilité sociale de l'innovation technique. L'impact économique du système Dubois dépassait largement le cadre familial pour influencer l'économie locale. Les artisans du bâtiment de la région commençaient à recevoir des commandes de systèmes similaires. Les fournisseurs de matériaux voyaient leurs ventes de tuyaux et de ventilateurs augmenter, et même les agriculteurs possédant des terrains adaptés recevaient des propositions d'installation de systèmes géothermiques. Cette dynamique économique locale illustrait comment une innovation individuelle peut rayonner et stimuler toute une économie territoriale.
L'administration fiscale elle-même s'intéressa au phénomène Dubois quand les services d'EDF constatèrent la chute spectaculaire de la consommation électrique de cette famille sans explication apparente. L'enquête révéla évidemment la nature du système de chauffage, mais aussi l'ingéniosité fiscale de Marcel, qui avait construit son installation avec des matériaux agricoles déductibles et récupérés, créant un système de chauffage quasi gratuit, même du point de vue comptable. Cette dimension économique et fiscale de l'innovation Dubois attira l'attention des responsables politiques locaux et nationaux qui y voyaient un modèle de développement énergétique décentralisé et économique. Le député de la circonscription vint personnellement constater cette réussite locale qu'il comptait promouvoir à l'Assemblée nationale comme exemple de l'innovation française face à la crise énergétique mondiale qui marquait encore ces années de transition énergétique. Paragraphe 6. L'année 1981 marqua l'apogée de la notoriété de Marcel Dubois avec sa participation au premier Salon des énergies alternatives de Paris, où son stand artisanal côtoyait les présentations sophistiquées des grandes entreprises spécialisées. Cette consécration parisienne, organisée par le ministère de l'Industrie dans le contexte de la politique énergétique volontariste du nouveau gouvernement socialiste, propulsa définitivement l'agriculteur normand au rang de référence nationale de la géothermie individuelle et d'exemple vivant de l'innovation populaire française. Le contraste était saisissant entre le stand modeste de Marcel, décoré de schémas tracés à la main et de photos de son installation familiale, et les présentations commerciales rutilantes des industriels qui proposaient des systèmes géothermiques sophistiqués à des prix prohibitifs. Cette différence illustrait parfaitement la philosophie de Marcel, une innovation accessible, reproductible, économique, qui privilégiait l'efficacité pratique sur la sophistication marketing et la diffusion populaire sur la rentabilité commerciale. Les visiteurs professionnels du salon découvraient avec stupéfaction qu'un simple paysan avait réussi, avec des moyens dérisoires et une approche empirique, à concevoir un système plus efficace et infiniment moins cher que les installations industrielles les plus avancées. Les ingénieurs de grandes entreprises venaient discrètement questionner Marcel sur ses méthodes de calcul et ses astuces techniques, découvrant avec humilité que l'innovation peut naître de l'observation patiente plutôt que de la recherche coûteuse. Pierre Dubois, devenu l'interlocuteur technique privilégié de son père pour ses rencontres professionnelles, traduisait l'approche intuitive de Marcel en langage scientifique moderne. Mon père a redécouvert empiriquement les lois de la thermodynamique, expliquait-il aux ingénieurs. Il a ensuite appliqué ces principes avec les moyens du bord, créant un système simple, fiable et reproductible. C'est exactement l'inverse de l'approche industrielle qui part de la théorie pour arriver à des systèmes complexes et chers. Le succès du stand Dubois au Salon parisien déclencha une cascade d'invitations à participer à des conférences, colloques et émissions télévisées qui transformèrent Marcel en figure médiatique de l'innovation énergétique française. Cette notoriété, qu'il gérait avec la bonhomie et la simplicité qui le caractérisaient, lui permettait de diffuser sa philosophie de l'énergie gratuite et accessible à tous, contredisant le discours dominant qui présentait les économies d'énergie comme nécessairement coûteuses et techniques. L'émission Les dossiers de l'écran consacra une soirée entière au phénomène Dubois en mars 1982, diffusant un reportage dans sa ferme normande, suivi d'un débat avec des experts énergétiques, des industriels et des responsables politiques. Cette exposition télévisuelle nationale révéla Marcel Dubois au grand public français et déclencha un mouvement d'opinion en faveur du développement de la géothermie individuelle qui influença durablement les politiques énergétiques françaises. Cependant, cette célébrité médiatique perturbait parfois l'équilibre familial et rural de Marcel, qui n'avait jamais ambitionné de devenir une personnalité publique. « Parfois, confiait-il à sa femme, je regrette le temps où j'étais juste le fou du village qui creusait des trous dans sa grange. Maintenant, je reçois 50 lettres par jour de gens qui veulent copier mon système ou qui me demandent des conseils techniques. » Cette nostalgie de l'anonymat révélait les contreparties de la notoriété pour un homme simple qui n'aspirait qu'à chauffer sa maison économiquement. Marie Dubois s'adaptait avec humour à cette transformation de son foyer en bureau d'études géothermiques
où défilaient ingénieurs, journalistes, curieux et inventeurs en herbe. Notre cuisine est devenue un centre de formation pour bricoleurs en chauffage, plaisantait-elle. Marcel explique son système 3 fois par jour à des visiteurs qui repartent avec des croquis et des conseils. Notre maison est devenue l'université populaire de la géothermie. Cette philosophie du partage gratuit du savoir illustrait parfaitement l'éthique paysanne du couple. L'impact économique de l'innovation du bois se mesurait désormais à l'échelle nationale. Son fils Pierre avait créé une entreprise qui employait 15 personnes et installait une centaine de systèmes géothermiques par an dans toute la France, créant un marché nouveau de la géothermie artisanale qui concurrençait efficacement les solutions industrielles. Cette réussite entrepreneuriale prouvait que l'innovation populaire pouvait générer une activité économique durable et créatrice d'emplois. Les pouvoirs publics commençaient à intégrer les leçons de l'expérience du bois dans leurs politiques énergétiques. L'Agence pour les économies d'énergie finança des études pour évaluer le potentiel de diffusion de ces systèmes géothermiques simples. Les directions départementales de l'équipement inclurent la géothermie individuelle dans leurs recommandations aux constructeurs. Et même la Caisse des dépôts proposa des prêts bonifiés pour les installations inspirées du modèle du bois. Cette reconnaissance institutionnelle culmina avec la remise à Marcel Dubois du prix de l'innovation énergétique 1983, décerné par le ministère de la Recherche et de la Technologie. Cette distinction officielle, remise en présence du ministre lui-même, consacrait définitivement l'importance de cette découverte paysanne et son impact sur l'évolution des politiques énergétiques françaises. « Monsieur Dubois, déclara le ministre, vous incarnez le génie français de l'innovation pratique et vous montrez la voie de l'indépendance énergétique accessible à tous. L'hiver 1983-1984, 5e saison de fonctionnement du système original, confirma une fois de plus sa fiabilité exceptionnelle et sa régularité de performance. Avec plus de 90% d'économie d'énergie maintenue année après année, le système du bois avait largement amorti son coût de construction et générait désormais des économies nettes qui représentaient plusieurs milliers de francs annuels. Cette rentabilité économique prouvée sur 5 ans transformait définitivement cette innovation en modèle économique viable pour tous les foyers français. L'influence de Marcel Dubois dépassait maintenant les frontières nationales. Des délégations techniques venues d'Allemagne, de Suisse et même du Japon venaient étudier son système pour l'adapter aux conditions climatiques et géologiques de leurs pays respectifs. Cette reconnaissance internationale de l'innovation française illustrait comment une découverte locale peut acquérir une portée universelle quand elle répond à un besoin fondamental et propose une solution simple et efficace. Paragraphe 7. L'évolution du projet. Dubois vers la maturité technique et commerciale s'accompagna d'une réflexion approfondie de Marcel sur l'héritage de son innovation et sur les moyens d'en garantir la diffusion la plus large possible au service de l'intérêt général. Cette préoccupation altruiste, caractéristique de l'éthique paysanne traditionnelle, l'amena à refuser systématiquement toutes les propositions de rachat de ses brevets par des industriels et à privilégier au contraire une approche de diffusion libre et gratuite de ses connaissances techniques. La création de l'Association pour la promotion de la géothermie individuelle, APGI, en 1984, présidée par Marcel lui-même, constitua l'aboutissement de cette philosophie du partage. Cette association à but non lucratif avait pour mission de diffuser gratuitement les plans, calculs et méthodes de construction des systèmes géothermiques artisanaux, de former bénévolement les bricoleurs intéressés et de promouvoir cette technologie auprès des pouvoirs publics et des professionnels du bâtiment. Cette approche coopérative contrastait radicalement avec la logique commerciale dominante. Les stages de formation organisés par l'APGI dans la ferme du bois attiraient chaque week-end des dizaines de participants venus de toute la France pour apprendre directement du maître les secrets de la géothermie artisanale. Ces sessions pratiques, où Marcel transmettait patiemment son savoir-faire empirique à des apprentis inventeurs, créaient une véritable école populaire de l'innovation énergétique qui perpétuait et enrichissait continuellement l'héritage technique de cette découverte. Pierre Dubois, devenu le directeur technique de l'association, développait parallèlement la dimension scientifique du projet en collaborant avec plusieurs universités pour optimiser les performances des systèmes et adapter les techniques
aux différentes conditions géologiques et climatiques françaises. Cette approche rigoureuse permettait de transformer l'empirisme génial de Marcel en méthode reproductible et fiable qui garantissait le succès des installations réalisées par les membres de l'association. L'impact environnemental de la diffusion des systèmes du bois commençait à se mesurer à l'échelle régionale puis nationale. En 1985, plus de 2000 installations géothermiques artisanales fonctionnaient en France, représentant une économie collective de plusieurs millions de kilowattheures annuels et une réduction significative des émissions de CO2 liées au chauffage domestique. Cette contribution environnementale avant-gardiste, réalisée 20 ans avant la prise de conscience écologique massive, positionnait Marcel Dubois en précurseur de la transition énergétique. La reconnaissance internationale s'amplifiait avec la traduction des ouvrages techniques de l'APGI en plusieurs langues et l'invitation de Marcel à présenter son système devant des instances internationales comme l'Agence internationale de l'énergie et l'Organisation de coopération et de développement économique. Cette dimension diplomatique de son innovation révélait comment une découverte technique individuelle peut acquérir une portée géopolitique quand elle répond aux enjeux énergétiques mondiaux. Cependant, le succès de son système créait aussi des problèmes inattendus que Marcel devait résoudre avec la même ingéniosité que pour ses défis techniques. La multiplication des installations inspirées de son modèle mais mal conçues ou mal réalisées créait parfois des échecs qui nuisaient à la réputation de la géothermie artisanale. Cette dérive qualitative l'obligea à développer un système de certification bénévole qui garantissait la conformité des installations aux standards techniques de l'APGI. L'évolution technologique des années 1980, avec l'apparition de nouveaux matériaux et de composants électroniques abordables, permettait d'améliorer continuellement les performances et la facilité d'installation des systèmes géothermiques. Marcel, toujours curieux et inventif malgré ses 60 ans passés, intégrait ces innovations dans ses dernières réalisations, prouvant que l'esprit d'invention n'a pas d'âge, et que l'innovation est un processus continu plutôt qu'un événement ponctuel. Marie Dubois observait avec fierté et amusement la transformation de leur existence paisible d'agriculteurs en centre névralgique d'un mouvement national d'innovation énergétique. Qui aurait cru, plaisantait-elle, qu'en épousant un simple fermier normand, je deviendrai la première dame de la géothermie française. Nos petits-enfants grandiront en pensant qu'il est normal d'avoir une maison toujours chaude sans facture de chauffage. Cette perspective générationnelle révélait l'impact durable de cette innovation sur l'évolution des modes de vie. L'héritage intellectuel de Marcel Dubois se structurait progressivement avec la rédaction de manuels techniques détaillés, la constitution d'archives documentaires complètes et la formation de disciples capables de perpétuer et de développer son approche. Cette préoccupation de transmission, caractéristique des grands innovateurs, garantissait que cette découverte survivrait à son créateur et continuerait d'évoluer grâce aux contributions de nouvelles générations d'inventeurs. L'impact économique de l'innovation du bois se mesurait désormais en centaines d'emplois créés dans les entreprises spécialisées en géothermie individuelle, en millions de francs d'économies réalisées par les utilisateurs de ces systèmes et en dizaines de millions de kilowattheures économisés au niveau national. Cette contribution économique majeure validait définitivement l'importance stratégique de cette innovation pour l'indépendance énergétique française et la compétitivité de l'économie nationale. L'approche de la retraite agricole de Marcel au milieu des années 1980 posait la question de la succession et de la pérennisation de son œuvre. Pierre Dubois se préparait naturellement à reprendre le flambeau technique, l'APGI était structurée pour fonctionner durablement, et la diffusion internationale du système était assurée par un réseau de partenaires qualifiés. Cette transmission organisée garantissait que l'héritage Dubois continuerait d'irriguer le développement de l'innovation énergétique française et internationale. Renex, paragraphe 8. L'entrée dans les années 1990 marqua une nouvelle phase dans l'évolution du phénomène Dubois, avec l'émergence d'une seconde génération d'innovations développées par les disciples et utilisateurs de son système original. Cette dynamique d'innovation collaborative, animée par l'APGI et coordonnée scientifiquement par Pierre Dubois, démontrait comment une découverte initiale peut générer un écosystème d'innovation continue qui dépasse largement les réalisations de son créateur originel.
Les améliorations apportées au système de base révélaient la richesse créative de cette communauté technique informelle. Des ingénieurs retraités développèrent des systèmes de régulation électronique qui optimisaient automatiquement les débits selon les conditions climatiques. Des bricoleurs inventifs concevaient des échangeurs thermiques plus efficaces, fabriqués avec des matériaux de récupération. Des architectes imaginaient des maisons intégralement conçues autour du principe géothermique artisanal de Marcel. Marcel lui-même, maintenant septuagénaire, mais toujours curieux et inventif, supervisait avec bienveillance cette effervescence technique qui perpétuait et enrichissait son héritage. « Je n'aurais jamais imaginé, confiait-il au journaliste, que mon simple système de chauffage deviendrait le point de départ d'un mouvement d'innovation si riche. Ces jeunes inventeurs font des choses que je n'aurais jamais pensé à réaliser. » C'est la plus belle récompense pour un inventeur, voir ses idées grandir et évoluer entre d'autres mains. L'impact environnemental de cette diffusion massive commençait à se mesurer statistiquement. En 1992, l'ADEME estimait que les systèmes géothermiques artisanaux installés en France représentaient une économie annuelle de 50 millions de kWh et une réduction de 15 000 tonnes d'émissions de CO2, contribution significative à la lutte contre l'effet de serre qui devenait progressivement une préoccupation politique majeure. Cette performance environnementale avant-gardiste positionnait Marcel Dubois en précurseur involontaire de l'écologie pratique, statut qu'il assumait avec la modestie qui le caractérisait. « Je n'ai jamais pensé à sauver la planète », expliquait-il. « Je voulais juste économiser mes factures de chauffage. Mais si mon système aide à préserver l'environnement pour mes petits-enfants, c'est encore mieux. » Cette philosophie pragmatique illustrait comment les motivations individuelles peuvent converger avec les enjeux collectifs. L'évolution technologique des années 1990, avec la démocratisation de l'informatique et l'apparition de nouveaux matériaux, permettait de révolutionner les méthodes de conception et de suivi des installations géothermiques artisanales. Pierre Dubois développa un logiciel de calcul thermique qui permettait aux bricoleurs de dimensionner précisément leur système selon leurs conditions particulières, démocratisant ainsi une expertise technique autrefois réservée aux ingénieurs. Cette informatisation des méthodes Dubois facilitait énormément la diffusion internationale du système. Les plans techniques se traduisent en plusieurs langues, les logiciels de calcul adaptés aux différentes conditions climatiques et les forums de discussion entre utilisateurs créaient une communauté mondiale d'innovateurs en géothermie artisanale qui partageaient leurs expériences et leurs améliorations dans l'esprit coopératif initié par Marcel. L'impact économique personnel de cette innovation sur la famille Dubois restait volontairement limité, conformément à la philosophie de partage gratuit que Marcel avait toujours défendue. Refusant les propositions commerciales lucratives, il préférait voir son système diffusé librement et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. L'entrée dans les années 1990 marqua une nouvelle phase dans l'évolution du phénomène Dubois avec l'émergence d'une seconde génération d'innovations développées par les disciples et utilisateurs de son système original. Cette dynamique d'innovation collaborative, animée par l'APGI et coordonnée scientifiquement par Pierre Dubois, démontrait comment une découverte initiale peut générer un écosystème d'innovation continue qui dépasse largement les réalisations de son créateur originel. Les améliorations apportées au système de base révélaient la richesse créative de cette communauté technique informelle. Des ingénieurs retraités développaient des systèmes de régulation électronique qui optimisaient automatiquement les débits selon les conditions climatiques. Des bricoleurs inventifs concevaient des échangeurs thermiques plus efficaces fabriqués avec des matériaux de récupération. Des architectes imaginaient des maisons intégralement conçues autour du principe géothermique artisanal de Marcel. Marcel lui-même, maintenant septuagénaire, mais toujours curieux et inventif, supervisait avec bienveillance cette effervescence technique qui perpétuait et enrichissait son héritage. « Je n'aurais jamais imaginé, confiait-il au journaliste, que mon simple système de chauffage deviendrait le point de départ d'un mouvement d'innovation si riche. Ces jeunes inventeurs font des choses que je n'aurais jamais pensé à réaliser. » C'est la plus belle récompense pour un inventeur, voir ses idées grandir et évoluer entre d'autres mains. L'impact environnemental de cette diffusion massive commençait à se mesurer statistiquement.
En 1992, l'ADEME estimait que les systèmes géothermiques artisanaux installés en France représentaient une économie annuelle de 50 millions de kWh et une réduction de 15 000 tonnes d'émissions de CO2, contribution significative à la lutte contre l'effet de serre qui devenait progressivement une préoccupation politique majeure. Cette performance environnementale avant-gardiste positionnait Marcel Dubois en précurseur involontaire de l'écologie pratique, statut qu'il assumait avec la modestie qui le caractérisait. « Je n'ai jamais pensé à sauver la planète », expliquait-il. « Je voulais juste économiser mes factures de chauffage. Mais si mon système aide à préserver l'environnement pour mes petits-enfants, c'est encore mieux. » Cette philosophie pragmatique illustrait comment les motivations individuelles peuvent converger avec les enjeux collectifs. L'évolution technologique des années 1990, avec la démocratisation de l'informatique et l'apparition de nouveaux matériaux, permettait de révolutionner les méthodes de conception et de suivi des installations géothermiques artisanales. Pierre Dubois développa un logiciel de calcul thermique qui permettait aux bricoleurs de dimensionner précisément leur système selon leurs conditions particulières, démocratisant ainsi une expertise technique autrefois réservée aux ingénieurs. Cette informatisation des méthodes Dubois facilitait énormément la diffusion internationale du système. Les plans techniques traduits en plusieurs langues, les logiciels de calcul adaptés aux différentes conditions climatiques et les forums de discussion entre utilisateurs créaient une communauté mondiale d'innovateurs en géothermie artisanale qui partageaient leurs expériences et leurs améliorations dans l'esprit coopératif initié par Marcel. L'impact économique personnel de cette innovation sur la famille Dubois restait volontairement limité, conformément à la philosophie de partage gratuit que Marcel avait toujours défendue. Refusant les propositions commerciales lucratives, il préférait voir son système diffusé librement et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. Cette approche éthique, rare dans le monde de l'innovation technique, témoignait de valeurs humanistes qui transcendaient les considérations mercantiles. L'entreprise de Pierre Dubois prospérait cependant grâce à la demande croissante d'installations professionnelles réalisées selon les méthodes paternelles. Cette réussite commerciale, basée sur la compétence technique plutôt que sur l'exploitation de brevets, créait un modèle économique original qui conciliait innovation libre et activité rentable. « Mon père nous a légué les idées », expliquait Pierre. « À nous de créer les emplois et la richesse qui en découlent naturellement. » La reconnaissance institutionnelle de l'innovation. Dubois atteignit son apogée avec l'installation d'un système géothermique artisanal dans une école primaire de Normandie, financé par le Conseil général comme démonstration pédagogique des énergies renouvelables. Cette consécration publique transformait l'invention privée en patrimoine éducatif régional et garantissait sa transmission aux futures générations d'écoliers normands. Marie Dubois, désormais octogénaire mais toujours pimpante, recevait les délégations d'étudiants et de chercheurs avec la gourmandise d'une grand-mère qui raconte l'histoire familiale. Marcel était têtu comme un âne normand, plaisantait-elle, mais il avait raison d'être têtu. Regardez aujourd'hui, des gens du monde entier viennent voir son invention dans notre cuisine. Qui l'aurait cru quand il creusait ses trous en se faisant traiter de fou? Cette fierté conjugale légitime illustrait l'importance du soutien familial dans les entreprises d'innovation. L'héritage technique de Marcel s'enrichissait continuellement grâce aux contributions de la communauté internationale d'utilisateurs. Des variantes adaptées aux climats tropicaux utilisaient la fraîcheur du sol pour rafraîchir. Des versions arctiques exploitaient le moindre degré de chaleur souterraine. Des adaptations urbaines permettaient d'installer des systèmes similaires dans les caves d'immeubles. Cette diversification géographique prouvait l'universalité des principes découverts par l'agriculteur normand. Les universités françaises commençaient à intégrer l'étude du système Dubois dans leur cursus d'ingénierie thermique, transformant cette innovation empirique en cas d'école pour les futurs ingénieurs. Cette institutionnalisation académique garantissait la perpétuation scientifique de cette découverte et son intégration dans le patrimoine technique français. Le génie paysan rejoignait officiellement la science universitaire. Paragraphe 9. L'approche du nouveau millénaire coïncida avec une prise de conscience environnementale massive,
qui propulsa rétrospectivement Marcel Dubois au rang de visionnaire de la transition énergétique, 20 ans avant que ce concept ne devienne central dans les politiques publiques françaises et européennes. Cette prescience involontaire transformait l'agriculteur normand en figure emblématique du développement durable pratique, démontrant comment l'innovation populaire peut anticiper les grandes mutations sociétales. Le protocole de Kyoto de 1997, qui engageait la France à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, donnait soudain une dimension géopolitique à l'innovation du bois. Les systèmes géothermiques artisanaux, avec leur bilan carbone quasi nul et leur contribution significative aux économies d'énergie nationales, devenaient un outil stratégique pour atteindre les objectifs climatiques internationaux. Cette évolution plaçait Marcel Dubois, bien malgré lui, au cœur des enjeux environnementaux planétaires. L'ADEME lança en 1998 un programme national de promotion des systèmes géothermiques individuels qui s'inspirait largement des méthodes développées par la PGI. Ce programme, doté d'un budget de 50 millions de francs sur 3 ans, visait à installer 10 000 systèmes sur tout le territoire français en s'appuyant sur le réseau des disciples de Marcel pour la formation des installateurs et le contrôle qualité des réalisations. Marcel Dubois, désormais âgé de 73 ans, accepta de devenir parrain officiel de ce programme gouvernemental, fonction honorifique qui lui permettait de continuer à promouvoir sa philosophie du chauffage écologique, accessible à tous. Si l'État veut utiliser mon système pour aider les familles à moins dépenser et moins polluer, déclarait-il, j'en suis ravi. C'est exactement ce que j'espérais quand j'ai commencé à creuser ma grange il y a 20 ans. Cette satisfaction civique illustrait parfaitement l'aboutissement d'une démarche initialement personnelle devenue service public. L'impact social de l'innovation du bois dépassait largement les considérations techniques pour toucher aux questions de justice sociale et d'égalité énergétique. Les familles modestes qui installaient ces systèmes économiques échappaient à la précarité énergétique qui touchait de plus en plus de ménages français, créant une forme de démocratisation du confort thermique qui correspondait parfaitement aux valeurs d'égalité de Marcel. Pierre Dubois dirigeait maintenant une entreprise de 80 salariés, qui essaimait dans toute l'Europe, exportant le savoir-faire normand en Allemagne, en Suisse, en Belgique, et même en Scandinavie, où les climats rigoureux valorisaient particulièrement les économies d'énergie. Cette réussite entrepreneuriale, basée sur l'innovation libre plutôt que sur la propriété intellectuelle, créait un modèle économique original qui inspirait d'autres secteurs technologiques. L'évolution des technologies de l'information révolutionnait les méthodes de diffusion du savoir géothermique artisanal. La PGI créa en 1999 l'un des premiers sites Internet français consacrés aux énergies renouvelables individuelles, permettant à des milliers d'internautes de télécharger gratuitement les plans, calculs et conseils techniques développés par Marcel et sa communauté d'innovateurs. Cette dématérialisation du savoir accélérait considérablement la diffusion internationale de l'innovation. Les forums de discussion en ligne créaient une nouvelle dynamique collaborative où des utilisateurs du monde entier partageaient leurs expériences, leurs améliorations et leurs adaptations locales du système du bois. Cette intelligence collective internationale, coordonnée depuis la ferme normande devenue centre mondial de la géothermie artisanale, illustrait parfaitement l'évolution des modes d'innovation à l'ère numérique. Marie Dubois s'adaptait avec amusement à cette transformation de leur paisible retraite agricole en hub technologique international. Marcel reçoit des emails du Japon, des États-Unis, de la Russie, s'émerveillait-elle. Des gens qu'il ne rencontrera jamais utilisent ces idées pour chauffer leur maison de l'autre côté de la planète. C'est magique, cette histoire d'ordinateur. Cet émerveillement technologique témoignait de la capacité d'adaptation remarquable de cette génération de pionniers. L'approche de l'an 2000 s'accompagnait d'une réflexion prospective sur l'avenir de l'innovation énergétique populaire et sur les moyens de préserver l'esprit coopératif qui avait caractérisé le développement du système du bois. Marcel s'inquiétait de voir certaines grandes entreprises tenter de commercialiser des versions sophistiquées et chères de son système simple et économique, dénaturant la philosophie originelle de cette innovation. La création de la Fondation Marcel Dubois pour l'innovation énergétique populaire en 2000, dotée par les bénéfices de l'entreprise de Pierre et soutenue par l'État français,
visait à préserver et développer cette approche coopérative de l'innovation technique. Cette fondation, présidée par Marcel lui-même, avait pour mission de financer la recherche collaborative, de former gratuitement les innovateurs populaires et de garantir l'accès libre aux technologies développées par la communauté géothermique internationale. L'héritage de Marcel Dubois s'institutionnalisait ainsi dans une structure pérenne qui garantissait la continuité de sa philosophie au-delà de sa disparition. Cette préoccupation de transmission, caractéristique des grands innovateurs, assurait que l'esprit d'innovation populaire et généreuse continuerait d'inspirer les futures générations d'inventeurs soucieux de concilier progrès technique et justice sociale. Le bilan de 20 ans d'innovation Dubois s'établissait de manière spectaculaire. Plus de 15 000 systèmes géothermiques artisanaux installés en France, 200 millions de kWh économisés annuellement, 60 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, 500 emplois directs créés dans les entreprises spécialisées et surtout, une philosophie de l'innovation libre et partagée qui inspirait d'autres secteurs technologiques. Ces résultats quantitatifs reflétaient l'impact qualitatif d'une démarche qui avait transformé une intuition paysanne en révolution énergétique nationale. Paragraphe 10. L'entrée dans le XXIe siècle consacra définitivement Marcel Dubois comme l'une des figures emblématiques de l'innovation française du siècle précédent, au même titre que les grands inventeurs industriels, mais avec une dimension humaine et sociale qui en faisait un modèle particulièrement inspirant pour les nouvelles générations d'entrepreneurs sociaux et d'innovateurs responsables. Cette reconnaissance tardive mais durable illustrait comment certaines innovations, d'abord incomprises puis marginalisées, finissent par révéler leur importance historique avec le recul du temps. Le décès de Marcel Dubois en 2003, à l'âge de 67 ans, dans sa ferme normande entourée de sa famille et de ses disciples techniques, marqua la fin d'une époque mais aussi la transmission officielle d'un héritage qui continuerait d'irriguer l'innovation énergétique française pendant des décennies. Ces obsèques, suivies par plus de 2000 personnes venues de toute l'Europe, témoignaient de l'impact extraordinaire de cet homme simple qui avait révolutionné le chauffage domestique par sa seule obstination et son intelligence pratique. Pierre Dubois reprit naturellement la présidence de la Fondation Marcel Dubois, avec la mission de perpétuer l'œuvre paternelle tout en l'adaptant aux défis énergétiques du nouveau siècle. Le développement des énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique et la démocratisation de l'innovation technique constituaient les nouveaux chantiers d'une fondation qui comptait désormais des antennes dans 15 pays européens et des partenariats avec les principales universités techniques du continent. L'évolution technologique des années 2000, avec l'apparition de nouveaux matériaux, de systèmes de régulation intelligents et de technologies de mesure précises, permettait d'optimiser encore les performances des systèmes géothermiques artisanaux tout en préservant leur simplicité et leur économie. Ces améliorations continues, développées par la communauté internationale des utilisateurs, prouvèrent de la vitalité d'un concept qui continuait d'évoluer 25 ans après sa création. Marie Dubois, devenue malgré elle la gardienne de la mémoire de cette aventure extraordinaire, recevait encore régulièrement des pèlerins de l'innovation venus du monde entier pour visiter la ferme historique et comprendre les conditions qui avaient permis cette découverte révolutionnaire. Sa cuisine, transformée en musée vivant de l'innovation populaire, conservait les plans originaux tracés à la main par Marcel et témoignait de l'humilité des commencements de cette révolution énergétique. L'impact éducatif de l'innovation Dubois se mesurait désormais dans les programmes scolaires français, qui incluaient son histoire comme exemple paradigmatique de l'innovation citoyenne et du développement durable. Des milliers d'écoliers apprenaient chaque année comment un simple agriculteur normand avait anticipé les défis énergétiques du XXIe siècle par sa seule observation de la nature et sa détermination à trouver des solutions pratiques aux problèmes quotidiens. L'influence internationale de cette innovation française se manifestait par l'adoption de systèmes similaires dans des dizaines de pays qui adaptèrent les principes Dubois à leurs conditions climatiques et géologiques spécifiques. Du Canada au Japon, de la Scandinavie à l'Australie, des variantes du système géothermique artisanal fonctionnaient dans des milliers de foyers, témoignant de l'universalité des principes découverts dans une grange normande. Le développement de l'écologie politique et des mouvements de développement durable
propulsa rétrospectivement Marcel Dubois au panthéon des précurseurs de la transition énergétique. Sa philosophie de l'innovation libre, économique et accessible à tous correspondait parfaitement aux aspirations d'une société en quête d'alternatives au modèle de consommation énergétique intensive qui caractérisait la fin du XXe siècle. L'évolution de l'entreprise Pierre Dubois vers un groupe européen de 300 salariés spécialisés dans les énergies renouvelables individuelles illustrait parfaitement comment l'innovation populaire peut générer une activité économique durable et créatrice de richesses. Cette réussite entrepreneuriale, basée sur les valeurs de partage et de responsabilité sociale héritées de Marcel, créait un modèle d'entreprise qui inspirait de nombreux jeunes entrepreneurs soucieux de concilier performance économique et utilité sociale. La création en 2008 du prix Marcel Dubois de l'innovation énergétique populaire, décerné annuellement par la Fondation à des innovateurs qui perpétuent l'esprit de générosité et d'efficacité du maître normand, institutionnalisait définitivement cet héritage et garantissait sa transmission aux futures générations d'inventeurs. Ce prix, doté de 50 000 € et d'un accompagnement technique gratuit, encourageait l'émergence de nouveaux Marcel Dubois dans tous les secteurs de l'innovation énergétique. L'héritage de Marcel Dubois résonnait particulièrement dans le contexte de crise énergétique et de transition écologique qui caractérisait le début du XXIe siècle. Son message, que l'innovation peut naître partout, que les solutions simples sont souvent les meilleures et que le partage du savoir enrichit tout le monde, constituait une inspiration précieuse pour une société en quête de nouvelles voies de développement durable et solidaire. 40 ans après les premiers coups de pioche donnés dans une grange normande par un agriculteur obstiné, l'innovation Marcel Dubois continuait d'irriguer la réflexion énergétique française et européenne, prouvant que les meilleures idées sont parfois les plus simples et que l'innovation véritable naît de l'observation patiente, de la persévérance et de la générosité humaine. Cette leçon d'humilité et d'efficacité résonne encore aujourd'hui pour tous ceux qui croient que l'intelligence pratique peut changer le monde.